Bonjour, nous sommes le mercredi 13 janvier 2021 et dans un processus d'effondrement, quelle pourrait être la valeur ajoutée d'un ou d'une analyste avec une formation en sciences humaines, sociologie, anthropologie, des choses comme ça? Eh bien, je crois que la valeur ajoutée, ça pourrait être de s'intéresser à ce qui tient et à ce qui craque et à essayer de comprendre pourquoi certaines choses tiennent et pourquoi d'autres craquent. Alors si on, dans une société traditionnelle comme les anthropologues les étudiaient, en tout cas disons au XXe siècle, en général c'était des sociétés de petite taille où distinguer de manière très claire la structure de pouvoir de la religion, distinguer de manière très claire l'économie, d'autres aspects de la vie quotidienne, dans la mesure où il y a beaucoup de ce que nous appelons l'économie qui est en fait lié à l'autosubsistance, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a jamais de prix pour tout ça. Euh, il est difficile de distinguer véritablement des institutions vraiment différentes. Et ça a un avantage. Ça a un avantage, c'est que quand on vient de l'anthropologie économique et qu'on pose le regard sur l'économie de nos sociétés industrielles, euh, on est méfiant vis-à-vis d'une discipline comme la science économique qui vous dit on peut regarder l'économie, puis regarder que ça, se concentrer là-dessus en séparant ça de tout le reste. Et on se dit non, dans les sociétés que je connais, on ne peut pas le faire. Et est-ce qu'on peut vraiment le faire ici? Mais ceci dit, il y a des institutions qui sont nommées, qui sont distinguées très clairement, où il y a des corpus de lois qui encadrent tout cela. Le système juridique est plus clair que la morale, qui sont des choses auxquelles qu'on formule ou qu'on formule pas, de manière plus ou moins explicite qui restent assez implicites, qui viennent peut-être même pas nécessairement à la conscience des gens. Ça peut être des réflexes voilà, qu'on a acquis dans le milieu familial sans jamais se poser la question exactement de comment formuler ça. Ça fait partie parfois exactement en fait, de cette décence ordinaire dont parlait Orwell. Ou simplement ce qu'on appelle nous en français les bonnes manières. On ne se demande pas exactement quels sont les principes qu'il y a derrière ça, sauf quand il y a des conflits, qu'on est obligé de les exprimer clairement. Mais dans nos sociétés, il y a en tout cas, au niveau du pouvoir, on distingue l'exécutif du législatif et le législatif encore du judiciaire. Alors quand on regarde le processus qui est engagé là aux États-Unis, qui est on peut dire c'est un processus vital, on peut regarder comment tout ça fonctionne depuis 4 ans, 5 ans, en tout cas sous la présidence de monsieur Trump. Alors, on va commencer par l'exécutif, à la tête duquel il est. Il a pu modifier de manière considérable la manière dont ça fonctionnait en mettant des hommes à lui. Il y a cette possibilité qui existe à peu près dans tous les système de type démocratique quand même, que certaines nominations soient davantage politiques que techniques, c'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on nomme parce que c'est une personne de confiance par rapport à certaines options qu'on prend, plutôt que à partir sur la base de la compétence de ces personnes. L'exécutif, monsieur Trump, en a tiré tout le parti. Il a poussé les institutions qui peuvent être comprises dans une perspective autoritaire le plus loin qu'on pouvait imaginer. Quand il y avait du flou qui était justement fondé sur le fait qu'un président serait quand même quelqu'un qui présenterait des critères justement de décence ordinaire ou qu'il aurait des bonnes manières. Là, il a tenu compte du fait qu'il n'y avait pas de règles autour de ça. Et qu'en fait, une fois qu'il était élu, il pouvait en faire vraiment ce qu'il voulait. Le prochain coup, je crois qu'on va commencer à mettre des rambardes en se disant qu'on n'a pas la garantie que le prochain ou les prochains présenteraient encore ces caractères qu'on imaginait allant de soi, comme les bonnes manières ou la décence ordinaire.
Il a mis des gens à lui, il a utilisé sa capacité de nommer des gens à lui au niveau du judiciaire. Et donc voilà, du côté de l'exécutif, et on le voit maintenant, c'est très compromis, il va falloir faire marche arrière, il va falloir justement transformer beaucoup de choses implicites dans de l'explicite pour éviter des dérapages futurs. Du côté du législatif, bon, là ce sont les gens qui sont élus au niveau du Congrès, c'est-à-dire donc l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Et là, ce qu'on a vu, c'est si on est aimable vis-à-vis de ces gens-là, on dira, bon, il y a un grand nombre de gens dans le Parti républicain qui ont été pris en otage, par Trump. C'est une façon de dire qu'ils n'y sont pas pour grand-chose, que les circonstances ou les structures ont fait que. Ce sont ces gens dont on dit aujourd'hui, si vous regardez les gens à la télé, qui vous disent j'ai eu une conversation confidentielle avec un élu ou une élue républicaine, et ces gens me disent qu'ils se manifesteraient de manière beaucoup plus claire contre Trump s'ils ne craignaient pas pour leur famille. Bon, c'est-à-dire, ce sont des gens qui ont vu que l'autre jour, mercredi de la semaine dernière, il y a exactement une semaine, que des gens, des gens armés disaient on va chercher M. Mike Pence, le vice-président, pour le pendre. Ça les a fait réfléchir. Ils ont vu aussi qu'au moment où on dépouillait les votes, qu'un certain nombre de ces milices armées sont allés menacer les gens qui étaient responsables au niveau local du dépouillement, de la vérification, etc. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de parlementaires qui n'ont, comment dire, ils n'ont pas vu à quoi ils s'exposaient en disant oui, oui, Trump c'est formidable et en ne se retirant pas à temps. Alors, pratiquement personne ne s'est retiré à temps. Parmi eux, il y en a un, j'ai oublié son nom, il est devenu un sénateur indépendant. Il y en a quelques-uns qui se manifestent depuis 2 ou 3 jours. Alors, ils peuvent se manifester de manière véritablement explicite, comme le fait Mme Liz Cheney, donc numéro 3 du Parti républicain, la fille de l'ancien vice-président de Bush numéro 2, Dick Cheney. Monsieur Mitch McConnell, qui est donc le leader, qui dirige, le chef de file des sénateurs républicains, il laisse entendre à des amis proches de lui qui parlent ensuite à des journalistes du New York Times en disant qu'en réalité, si on lui posait la question dans un autre cadre, il dirait qu'il est pour l'impeachment de Monsieur Trump. C'est une façon pour lui d'éviter sans doute le sort de M. Lindsey Graham qui s'est fait menacer dans un couloir d'aéroport l'autre jour parce que des partisans de Trump considèrent maintenant qu'il a trahi leur cause. Alors j'imagine M. Mitch McConnell dans un couloir et avec des gens qui le conspuent et qui pourraient retourner vers eux et dire je n'ai jamais rien dit à personne, c'est fake news, c'est une blague. Il y a un certain nombre de sénateurs républicains, depuis hier, 4 ou 5 qui se sont prononcés, qui ont dit qu'ils vont voter l'impeachment. Les autres, qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils sont en train de voir où le vent tourne. Quand ils se diront qu'il y a maintenant une majorité contre Trump à l'intérieur du Parti républicain, là, ils sortiront de leur trou, mais ils ne le feront pas avant. Donc, c'est des gens qui vont évaluer, je dirais, de minute en minute, la manière dont les choses évoluent. Du côté des démocrates, évidemment, bon, on est contre Trump, ça fait longtemps. Il n'y a pas de problème, comme maintenant au sein du Parti républicain, d'un éclatement possible. Il y avait des tendances, et j'en ai parlé beaucoup dans les billets que j'ai faits au fil des années, il y avait une tendance McCain, de John McCain, contre Trump à l'intérieur du Parti républicain. Les choses ont changé, parce que d'abord il est mort, et puis parce que son épouse, elle, s'est ralliée à Biden, et je crois qu'elle est maintenant, s'affirme vraiment sympathisante du Parti démocrate. Il y a encore un autre courant, les anciens néoconservateurs, tendance à laquelle appartient M. John Bolton, qui a
qui a été conseiller de monsieur Trump, qui a joué un rôle clé par les informations qu'il avait dans l'affaire du président ukrainien et de la discussion avec le président ukrainien qui avait servi voilà, de motif au premier impeachment, qui représente le courant néoconservateur. Ce courant, il y a pas mal de personnalités de ce courant néoconservateur qui sont maintenant alignés avec ce groupe de pression qui s'appelle Lincoln, et qui a fait énormément qui est très présent dans le domaine des vidéos, qui fait d'excellentes vidéos, je veux dire de manière technique et intelligente. Et ce courant néoconservateur n'a pas vraiment le vent en poupe, mais il est là partiellement, en tout cas derrière ce groupe Lincoln. Donc voilà j'ai parlé d'exécutif, j'ai parlé du législatif. Je pourrais encore dire juste un mot avant de parler du judiciaire, que évidemment le ministre de la Justice, c'est quelqu'un voilà, qui fait partie de l'appareil exécutif aussi. Et qu'en particulier, on a eu avec M. William Barr, on a eu quelqu'un qui était véritablement aligné sur les positions de M. Trump, au point de l'exonérer dans les conclusions qu'il avait données de la commission de M. Mueller. Mais M. William Barr, lui, il a eu l'habileté de se retirer il y a quelque temps en disant qu'il n'y avait pas eu d'irrégularité dans les élections, qu'il avait résisté aux pressions venant du président pour qu'on crée une commission spéciale pour enquêter sur M. Biden, Joe Biden, et sur son fils Hunter Biden. Il a dit que, non, à sa connaissance, rien ne justifiait qu'on intervienne d'une manière ou d'une autre en créant une commission spéciale. Et il reste donc le judiciaire. Et jusqu'ici, si le système a tenu, c'est grâce au judiciaire. C'est le judiciaire qui était derrière la commission Mueller. S'il n'a pas pu véritablement inculper monsieur Trump, c'est en raison de cette tradition, qui a une histoire très compliquée d'ailleurs. Si j'ai bon souvenir, c'était lié à un vice-président. C'était un vice-président à l'époque de Nixon. Comment s'appelait-il? Le nom va peut-être me revenir un peu plus tard. Et qu'il y avait eu une question, donc il fallait se débarrasser de ce monsieur parce qu'il était trempé dans des affaires de corruption. Et comme on ne pouvait pas éliminer en même temps le président et le vice-président, il a fallu introduire cette idée qu'on ne pouvait pas inculper un président en exercice. Mais comment dire, ça n'a même pas un statut très très précis. C'est une sorte d'usage, de coutume du ministère de la Justice. Du côté de la validation des élections, la justice a agi comme un seul bloc, juges nommés par des démocrates, juges nommés par des républicains. Il y a eu, je crois, 40 plaintes, 40 cas ont été examinés de remise en question du résultat des élections, et je crois qu'il n'y en a qu'un qui a conduit à une modification du résultat, mais ça a porté finalement sur 82 voix, si j'ai bon souvenir, donc ça n'a pas eu un impact considérable du tout. La justice a tenu. Et à tous les niveaux, tous ceux qui étaient liés d'une manière ou d'une autre aux élections du côté de l'appareil de justice ont fait un seul bloc. Ils ont réagi comme un seul bloc et il ne s'est rien passé de ce côté-là. Alors que je suis sûr que du côté de Trump, on imaginait qu'il y aurait au moins des craquements de ce côté-là. Il comptait énormément sur le fait que l'élection serait serrée et que ce serait finalement la Cour suprême où il était arrivé à nommer 3 personnes sous son mandat qui jugeraient de ça en dernière instance. Et comme il a sa mentalité de mafioso, il était convaincu que par reconnaissance, par loyauté envers lui, ces personnes prendraient des décisions qui lui seraient favorables. Malheureusement pour lui, les écarts, les 7 millions de voix de différence, ont fait que l'élection n'a pas été serrée du tout et que des contestations, voilà, même si on avait renversé un certain nombre de décisions, au niveau des voix, des voix du suffrage universel, le nombre était considérable.
Ceci dit, comment dire, en ciblant de manière chirurgicale telle ou telle commission qui envoie un certain nombre de délégués, il était possible d'essayer de faire basculer l'une ou l'autre et de jouer non pas du tout sur le nombre du suffrage universel, mais sur les grands délégués, les grands électeurs qui décident finalement, c'est quoi, les 538 qui décident pour les 150, 160 millions d'électeurs, les 538 personnes qui décident du résultat d'une élection. Et là, la justice a tenu. Alors, dans la situation actuelle, la question se reposait. Est-ce que la justice va intervenir d'une manière ou d'une autre à propos de cette prise insurrectionnelle du Capitole? Et là, il y a eu il y a eu un flottement, en tout cas, au niveau de la police, certainement, et on inculpe maintenant un certain nombre de personnes dans le corps de police du Capitole qui ont manifesté de la sympathie. Vis-à-vis de ces manifestants qui ont pris d'assaut le bâtiment du Capitole. Heureusement pour la démocratie, on vit maintenant dans un monde de selfies et à partir des photos qui ont circulé des gens qui ont des manifestants, c'est le mot que je cherchais, c'est des émeutiers. 100 000 personnes se sont déjà manifestées dans une perspective de délation pour dire que je reconnais la personne qui se trouve ici et là dans les photos qu'on a pu prendre, les vidéos, etc. Et je vous ai dit, dans les tout premiers jours, les gens qui ont été inculpés, d'abord ce sont ceux qui étaient les plus visibles, ceux qui ont été vraiment dans des photos, comme le gars avec ses pieds sur le bureau de Madame Pelosi, et inculpés pour avoir traversé, être entré sans autorisation dans un bâtiment officiel et des choses de cet ordre-là. Mais on l'a appris aujourd'hui dans la journée, on a appris que les accusations maintenant commence à mentionner l'insurrection en tant que telle, le comportement séditieux. Alors, cette accusation de comportement séditieux, c'est autre chose qu'une amende pour avoir mis ses pieds sur la table de quelqu'un, même à l'intérieur d'un bâtiment officiel. Ce sont des peines d'enfermement de 20 ans. Donc, ça devient assez sérieux. Et voilà, ça c'est une situation typique de climat de guerre civile. C'est de l'ordre de 6 à 8 000 personnes prennent d'assaut un bâtiment officiel dans des conditions extrêmement violentes, mais que 100 000 personnes à l'extérieur sont prêtes à les dénoncer. Et quand on regarde les premiers sondages, et qu'on additionne les opinions vis-à-vis des émeutiers qui ont pris d'assaut le Capitole, on est de l'ordre de 73% de gens hostiles à cette prise d'assaut et 6% seulement de personnes qui s'affirment fermement en faveur de cela. Donc là, il y a un glissement. Mais donc, la justice s'en prend maintenant non seulement aux personnes qui ont envahi ça, essaye de retrouver tout le monde, c'est ce qu'ils disent, de retrouver tous ceux qui étaient là, pour les inculper au moins de quelque chose. Des accusations, il y a 14 personnes qui sont inculpées dans le service d'ordre même du Capitole et qui vont devoir rendre compte de leur comportement, parce qu'on les voit, service d'ordre là-bas, qui prend une casquette MAGA rouge et qui la met sur sa tête, et des tas de gens qui sont en train de filmer ça. Ce que ces gens oublient, c'est qu'ils disent « Ah oui, mais je ne vais pas montrer ça à d'autres ». Et ils auraient dû lire les livres de M. Snowden. La police a accès à toute cette information, à toutes ces photos, sans même aller frapper à la porte des gens. C'est sur l'Internet, c'est sur le cloud, c'est à la disposition de la police. Donc, en matière de... Et ça, le débat existe en France depuis un certain temps, depuis 1 an et demi. Je ne vais pas vous faire un dessin sur la possibilité de
pour toute forme de répression, d'utiliser le numérique. Et quand on parle de reconnaître les gens maintenant qui étaient là à partir de témoignages de personnes qui les dénoncent, on vous parle de reconnaissance de visage par intelligence artificielle. Toutes ces techniques sont déjà là. Je viens de vous dire, on envisage, dans le fait que la justice maintenant mentionne cette idée d'insurrection et de comportement séditieux, c'est la journaliste Rachel Maddow qui a attiré mon attention là-dessus tout à l'heure, sur le fait que l'organisme qui s'occupe de cette dimension-là, c'est un organisme qui en fait s'occupe des crimes commis par des représentants du peuple. Et que donc, il est probablement question au niveau des gens qui s'occupent de ça, de pas seulement inculper les manifestants qu'on voit sur les photos, mais aussi sans doute les représentants du peuple, les parlementaires, qui leur ont donné les plans des caves, qui leur ont indiqué à quel endroit aller, qui éventuellement même font partie de ces personnes qui, dans les minutes qui ont précédé, étaient aux côtés de M. Trump à appeler à cette prise d'assaut du Capitole. On pense à M. Ted Cruz, on pense à ce M. Molson qui a posé sur les photos en disant à l'assaut. Ces personnes-là sont sans doute en difficulté aussi si maintenant l'accusation de sédition est utilisée par la justice pour faire un tri parmi les gens qui sont là, ou éventuellement je crois que le critère, c'est qu'il faut qu'il y ait une préméditation véritable avec des plans qui ont été établis, un désir véritable de faire ceci ou cela, dans une perspective de prise de pouvoir. Mais autre élément, et là, ça c'est tombé pour nous hier dans la soirée, c'est le fait, cette déclaration des 8 personnes qui sont les chefs d'état-major, qui ont fait une déclaration envers les troupes en leur rappelant que leur allégeance est à la Constitution et pas à des individus particuliers, suivez mon regard, en insistant sur le fait d'être au service de la Constitution fait qu'il faut respecter la loi. Et aussi, et ça pour la première fois sans doute dans un document de ce type, il est question du danger pour un militaire quelconque qui serait, lui ou elle, qui serait coupable de sédition. C'est-à-dire qu'il y a un rappel qui est fait aux troupes du fait qu'il y a 20 ans de prison à la clé pour quelqu'un qui serait pris sur un selfie, sur un autre type de document, comme étant s'alignant du côté de ceux qui s'opposeront à la passation des pouvoirs le 20 de M. Trump, qui ne sera pas là, à M. Biden. De dire aux troupes, non seulement on vous rappelle que vous êtes des militaires, et qu'il faut que vous respectiez aussi la loi en plus, au cas où vous aurez oublié que c'est une des conditions pour être un militaire, et on vous rappelle que qu'il ne faut pas faire de la sédition, parce que ça c'est dangereux, parce qu'on se retrouve en prison. C'est évidemment très très inquiétant, et ça va dans le sens des choses que j'ai dites ces jours précédents, que les chefs d'état-major doivent rappeler à leurs troupes qu'il faudra qu'ils respectent les ordres qui leur sont donnés plutôt que de s'aligner du côté des manifestants ou des émeutiers ou des séditieux qui seront en face d'eux. La preuve étant faite que dans le service d'ordre du Capitole, il y avait au moins 14 personnes qu'on peut inculper, probablement sous ce chef-là d'inculpation. Au moment où je vous parle, la séance a lieu de la deuxième tentative donc la première a réussi. Il y a eu impeachment au niveau du Parlement, il n'y a pas eu confirmation au niveau du Sénat. Deuxième tentative maintenant d'obtenir l'impeachment de monsieur Trump. Les circonstances ont changé. Le premier chef d'accusation pouvait apparaître relativement léger, puisqu'il s'agissait d'apprécier le niveau de chantage exercé ou non dans une conversation avec un chef d'État étranger. Ici, sédition, appel
appelle à une troupe d'émeutiers de prendre d'assaut un document officiel dans lequel se déroule une séance qui est la confirmation du résultat des élections présidentielles. Là, on a absolument un tout autre niveau. La autre différence, donc un certain nombre de personnalités du Parti républicain ont d'ores et déjà dit qu'elles s'aligneraient du côté de l'impeachment, qu'ils voteraient la destitution du président, même si certains l'ont fait de manière extrêmement prudente, donc comme M. Mitch McConnell, en le laissant simplement entendre à des gens dont il savait qu'il le ferait fuiter au niveau de la presse écrite. Voilà où on en est, un point. Voilà, c'est ce que j'ai dit en entrée. Que peut faire un analyste? C'est analyser, et dans ce cas-ci, c'est d'évaluer un petit peu comment les choses se passent, ou se sont déjà passées au niveau des trois pouvoirs, de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. Voilà, à bientôt.